merci Patrick pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on va parcourir donc les aspects, en fait, comment cibler l'ARN et leur impact dans les maladies, dans des maladies humaines. Et notamment avec David, comment est-ce que nous, on s'organise, qu'est-ce qu'on a créé pour justement, entre un laboratoire public et nous, notre société. Oui, voilà. Donc rapidement, en fait, on va vous présenter nos deux entités. Ensuite, pourquoi les interactions ARN-protéines sont importantes, et notamment l'implication dans les mécanismes d'action, et notamment dans les maladies humaines. Et ensuite, qu'est-ce que nous, on propose en termes de solutions comme approche combinée. Alors, bonjour à tous, merci, je suis content d'être là, merci de m'avoir invité. Donc avec Guillaume, on va vous présenter ce qu'on fait concernant le ciblage des interactions ARN-protéines. Mais bon, je vais commencer par une petite introduction du laboratoire, sur le laboratoire SA-BNP. Donc c'est une unité INSERM qui est située sur le site ici, dans le bâtiment Maupertuis, qui est à côté de la gare RER, d'Évry-Courcouronnes. Donc on est sur le site de Génopolitain et Évrien. Et en fait, notre unité, on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent en permanence au laboratoire, que ce soit des étudiants, des chercheurs et des ingénieurs. Et on travaille principalement donc sur tous les aspects qui sont liés à la biologie de l'ARN et aux physiopathologies humaines qui y sont associées. Et par ailleurs aussi, grâce à l'aide de Génopol, d'ailleurs, qui nous aide pour des financements sur des appareils qui sont de haute technologie, on développe des nouvelles méthodes, des nouvelles approches pour essayer de mieux comprendre, en particulier à l'intérieur de la cellule, les interactions ARN-protéines et pouvoir ensuite développer de nouveaux types de candidats médicaments, ce qui est un peu l'objet du projet que l'on a avec Syncyte. Alors, le laboratoire en fait utilise une approche qui est assez originale parce qu'on utilise à la fois des données structurales, mais j'allais dire à de très haute résolution, parce qu'on va chercher des informations à l'échelle du résidu près, de la base de l'ARN près, de l'acide aminé près, en utilisant en fait un spectromètre à résonance magnétique nucléaire qui permet en fait de détecter ces interactions dans un milieu liquide. En fait, c'est un outil qui est particulièrement propice, enfin, et utile pour le développement de molécules qui pourraient cibler des interactions et qui est même beaucoup plus souple que les rayons X, dans une certaine mesure, qui donnent juste des structures, mais figées. Et on utilise en fait ces données aussi et pour les combiner à des données obtenues in silico, en utilisant des ordinateurs, qui permettent en fait de modéliser les interactions entre l'ARN et la protéine, les molécules et l'ARN, les molécules et les protéines. Et ça, c'est un aspect qui est très important parce que ces deux outils, pour donner des informations à l'échelle de l'atome, sont extrêmement complémentaires. Sachant que l'ARN, en fait, donne rarement des structures aussi facilement que les rayons X. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les interactions. Avec quels résidus, par exemple, va interagir l'ARN, avec quels résidus sur la protéine on va avoir une modification quand on va rajouter des molécules. Et ensuite aussi, bien sûr, pour avoir un aspect plus intégratif, on essaie d'interroger ensuite la pertinence des interactions que l'on détecte au niveau du tube à essai in vitro dans un contexte cellulaire. Et pour ça, en fait, on a développé très récemment, c'est que depuis les toutes dernières années, où on a des techniques à haut débit, d'imagerie à haut débit, pour avoir des données quantitatives sur des échantillons cellulaires qui nous permettent ensuite non seulement d'explorer encore plus en avant les données, les mécanismes fonctionnels qui sont liés à ces interactions ARN-protéines, mais aussi potentiellement pour le développement de molécules. Alors, le laboratoire, en termes de recherche fondamentale, est axé sur 3 thématiques de recherche. La première, en fait, concerne en fait, les mécanismes de régulation de la traduction dans les cellules cancéreuses. Et en fait, il faut savoir qu'il y a certaines protéines, par exemple, qui peuvent permettre l'expression d'oncogènes. En fait, une possibilité, c'est de cibler ces protéines de liaison à l'ARN, ces ARN aussi, qui vont
promouvoir en fait la prolifération de ces cellules cancéreuses, mais aussi en fait il y a vraiment un intérêt sur cet aspect-là qui concerne en fait la résistance au stress et aux chimiothérapies. On travaille sur des protéines qui sont directement impliquées dans ces processus-là, et on sait qu'en termes de marché en oncologie, c'est un problème majeur, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des thérapies ciblées où on va regarder de la médecine personnalisée, mais il faut savoir que la plupart du temps, dans les hôpitaux que l'on trouve, un des problèmes majeurs, c'est plutôt qu'on va utiliser des chimiothérapies classiques et qu'on va avoir un mécanisme de résistance qui limite ensuite le temps de survie des patients. Donc il y a un problème vraiment majeur ici qu'il faut aussi arriver à adresser. Ensuite, on travaille sur j'en reparlerai tout à l'heure aussi, c'est des protéines de liaison à l'ARN ou des ARN qui sont directement impliqués dans des maladies neurodégénératives, comme la sclérose amyotrophique latérale ou certaines formes de dégénérescence fronto-temporale. Ce sont des maladies neurodégénératives assez importantes qui ont une occurrence assez élevée. Et là, ici, sur ces maladies-là, ces protéines sont directement impliquées, notamment avec des mutations pathologiques. Enfin, on a aussi une partie de la thématique qui travaille sur l'épissage de l'ARN, c'est-à-dire comment, à partir d'un ARN, on peut produire plusieurs protéines. Et ces mécanismes peuvent être aussi dérégulés dans plusieurs types de pathologies humaines. Merci David. Donc moi je vais vous présenter la société. Comme Patrick l'a mentionné, donc en fait Syncyte c'est une société deep tech, et le but que l'on a, c'est d'identifier et de designer des molécules, de les caractériser. Et ces petites molécules ont pour but de cibler l'ARN et de manière un peu plus spécifique, toutes les interactions qui sont très challenging, telles que les interactions ARN-protéines ou même protéine-protéine, qui peuvent s'opérer en présence d'ARN, par exemple. Donc aujourd'hui, Syncyte, en fait, donc on a été créé en 2013. On est sur Évry-Courcouronnes. On est hébergé au laboratoire SABNP. Donc on est voisins de couloir avec David. On est 9 salariés, on a un advisory board de 8 personnes qui cumule 526 publications. On a 2 familles de brevets. Avec la société, on a publié 16 publications, dont 3 en préparation. Et le total de nos collaborations clients, c'est 44, donc 22 collaborations et 12 clients depuis la création de la société. Donc ça c'est l'équipe, donc Cyril Beauvais qui est cofondateur de la société avec moi. Tous les deux on a un même parcours, on est chimiste informaticien, c'est-à-dire chimie informatique et théorique, principalement donc sur les composantes de chémo-informatique, donc c'est tout ce qui est l'informatique assistée au design de molécules. Moi, je suis un peu plus dans le côté interaction, réactivité, quel type de molécule qui aide à designer pour justement empêcher des réactions chimiques ou à aller venir combler un site d'une protéine que l'on cherche ou une interaction, par exemple, entre une protéine et un ARN. Et on a également Aishia Oli qui est manager pour tout ce qui est partnership, notamment pour la Chine. Évidemment, toute l'activité de la société est possible avec une équipe. Donc aujourd'hui, on a 2 sections au sein de la société. Une partie Dry Lab, donc je qualifierais plus d'informatique, avec des ingénieurs, data science, intelligence artificielle, chémo-informatique, et également donc avec Maxime et Solal. Et on a aussi Ethan qui lui est en thèse CIFRE avec un partenariat avec l'ENS qui est vraiment spécialisé sur le computer vision, c'est-à-dire le deep learning, le machine learning appliqué à de l'imagerie cellulaire. Et le côté expérimental, parce qu'en fait on ne fait pas que des calculs, on a aussi un wet lab, donc on fait de la paillasse, on fait de la biologie moléculaire, biologie cellulaire. Donc on a Amandine et Julien qui ont des parcours donc académiques et industriels, et on a aussi donc Coraline, une assistante biologie pour vraiment tout l'entretien des cellules, la préparation, génération des préparations, etc. Notre plateforme, donc comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc ça c'est le principe, on va dire simplifié. Grosso modo, donc on retrouve la partie Dry Lab, Wet Lab, et donc comment ça fonctionne? Un petit exemple. Donc typiquement, on design des molécules, on les trouve en informatique avec le Dry Lab, on les commande, on les fait synthétiser, le Wet Lab les reçoit,
et donc les cribles. Donc ça peut être plusieurs essais cellulaires, notamment donc une technologie brevetée, mais David va y revenir, donc le microtubule bench ou empty bench, qui est en fait la seule technologie cellulaire aujourd'hui capable de caractériser des interactions protéines-ARN directement en cellule. Mais pas que, on fait aussi d'autres essais cellulaires, comme des stress granules, nuclear translocation, cell proliferation. Et aussi, on a un complément, ce que David mentionnait, l'aspect structural, qui ramène à un rationnel sur l'effet du qu'est-ce qui se passe en cellule, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure. Est-ce que la molécule interagit avec cet acide aminé-là via la RMN? Et ça permet de savoir si les molécules interagissent, mais en fait, finalement, en cellule, elles ne passent pas la membrane. Donc ça, c'est des informations qui sont primordiales à avoir. Et donc, cet ensemble de données expérimentales qui sont dans le wet lab génère tout un tas de données. Donc, la première, c'est identifier des molécules, c'est la flèche verte en haut. C'est-à-dire, on a des effets escomptés. Donc, ça retourne dans le dry lab. Mais également, toutes les données qui sont générées pour entraîner des modèles et améliorer les modèles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un aller-retour entre dry lab, wet lab, un cycle itératif pour améliorer les activités d'inhibition des molécules identifiées. Donc ça, c'est la technologie. Donc vraiment, je vais passer rapidement parce que David va revenir plus en détail sur la spécificité de cette technologie. Le microtubule bench, facile à mettre en place. C'est du single cell visualization. On visualise directement les interactions par fluorescence via des microscopes à fluorescence. C'est très précis, très sensible. Il n'y a pas d'effet de bruit de fond, des choses comme ça. On est capable d'identifier des activités, par exemple de perturbation d'interaction entre le micromolaire et le nanomolaire. On est capable de faire des effets doses. On varie la dose de la molécule et on détermine des IC50 directement en cellule. Et tout ça sous un aspect automatisé et robotisé. Donc justement, le hardware, donc là, encore une fois, comme David le mentionnait, on remercie Genopole parce qu'en fait, il y a une partie de ces robots qui ont été financés par le Genopole. Donc concrètement, ce que je vous disais tout en haut, donc vous avez les librairies de molécules, vous avez les cellules en haut à droite, on appelle ça du plating, donc on met les cellules dans les plaques, plaque 96 ou 384, elles sont traitées, on met en place la technologie, les cellules sont fixées, on les met dans une tour, un bras robot prend les plaques, les met dans le microscope, ça génère des données, des acquisitions, des données cellulaires. Donc en gros, ça peut être une plaque, c'est 300 gigas. Donc vous imaginez un débit, ça génère beaucoup de terras. Donc il y a toute une problématique derrière de data management. Les données sont automatiquement transférées vers les ordinateurs. On peut appliquer des algorithmes et ensuite transférer vers des serveurs où là, ça fait travailler donc, nos algorithmes d'intelligence artificielle pour entraîner nos modèles, les améliorer. On redesign des molécules, on les recommande, etc., etc. Ce que nous, on apporte en tant que société, c'est il y a plusieurs choses. Donc, je vais juste en souligner quelques-unes. Donc déjà, cibler l'ARN en tant que tel, et notamment les interactions protéines-ARN. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. C'est un champ qui est en train d'exploser en ce moment. Donc cibler l'ARN avec des petites molécules. Vous avez compris qu'en fait, tout ce qu'on fait, même en partenariat avec le laboratoire de David, c'est vraiment orienté mécanisme. C'est-à-dire, on a l'outil qui permet de savoir quel est le mécanisme d'interaction et l'effet de ces molécules pour perturber directement en cellule. Juste un petit exemple, c'est que quand vous travaillez sur des protéines qui sont purifiées, dès qu'on sait que la molécule interagit sur la protéine purifiée, on n'est pas dans un environnement cellulaire ou un environnement de corps humain. Et donc, il y a beaucoup de molécules qui sont achetées parce qu'elles ne franchissent même pas la membrane. Donc, en amont, d'avoir une approche intégrée, automatisée, et savoir que les molécules traversent la membrane, vont au bon endroit, et ça, on le mesure et on le quantifie en cellule, c'est déjà d'éviter beaucoup de faux positifs pour rien, donc moins de molécules à tester, et donc on accélère les processus de drug discovery. Et l'autre aspect, c'est tout l'aspect intelligence artificielle, donc différentes typologies d'algorithmes d'intelligence artificielle appliqués aux cellules, aux modèles génératifs pour apprendre la chimie aux modèles qui vont générer des nouvelles molécules, des nouveaux scaffolds, squelettes chimiques. Donc dans le cadre du drug discovery, c'est-à-dire la découverte de molécules, donc qui est toute la phase avant les phases cliniques, en gros, donc on a le hit identification, la validation du hit. Donc un hit, c'est une molécule qui commence à avoir un effet intéressant.
Ensuite, on passe en lead to lead, on commence à avoir une molécule qui est un corps chimique qui est intéressant, on l'optimise, et après on passe en préclinique, et après IND, c'est le début de la phase 1. En gros, on rentre en phase 1. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute cette partie-là, marqué internal, on fait du empty bench, du cell painting, donc plusieurs choses qui interviennent, on génère des données, on les traite, et évidemment, on ne peut pas tout faire. Et donc ça, c'est potentiellement, soit c'est externalisé, ou c'est des partenaires pharmaceutiques avec lesquels on travaille, donc notamment les synthèses ou des providers de composés chimiques. Et là, pour finir, j'ai juste un petit aspect marché. Donc aujourd'hui, en fait, on espère atteindre, d'après les études de marché, donc le marché des petites molécules qui ciblent l'ARN est attendu à hauteur de 8 milliards donc en 2030. Donc avec une croissance qui est assez énorme, donc c'est en pleine explosion. Ensuite, on a le marché de l'intelligence artificielle appliquée au phénomics, donc toutes les données, ça peut être des cellules, multi-omics, etc. Et là, donc, il était de 400 millions en 2020 et il est attendu à 4 milliards en 2025. Et ensuite, c'est les produits, c'est-à-dire ces molécules-là, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui pour ces petites molécules qui ciblent l'ARN. Donc là, vous en avez 3 exemples qui sont en développement en bleu clair et une seule qui aujourd'hui a été acceptée. Donc c'est un marché qui est prometteur et qui est en pleine explosion. Et je crois que je vais passer la parole à David. Merci Guillaume. Donc en fait ici, c'était pour expliquer pourquoi en fait l'ARN était une cible qui pouvait être intéressante. Alors nous, comme l'a expliqué Guillaume, on est plutôt intéressé pour cibler l'ARN avec des petites molécules. Alors que c'est vrai que les applications jusqu'à maintenant en préclinique sont plutôt en utilisant des oligonucléotides. Mais bien sûr, les oligonucléotides, j'arriverai à le dire, qui ciblent l'ARN, en fait, il y a quand même, c'est un peu plus lourd à utilisé pour des questions d'administration des ARN chez le patient. Donc l'ARN est important parce qu'en fait, il participe à différents mécanismes qui sont liés à des maladies. Alors j'ai donné quelques exemples, même si ici la liste est loin d'être exhaustive. Tout d'abord, on peut avoir des défauts d'épissage qui sont liés à des maladies d'origine génétique. Et en utilisant des petites molécules ou d'autres approches, on peut essayer de corriger ces défauts d'épissage pour, par exemple, permettre la réexpression de gènes permettant de retrouver une physiologie entre guillemets normale. Donc ça, c'est les mécanismes d'épissage et leur dérégulation sont impliqués dans plusieurs maladies génétiques, mais aussi dans des maladies entre guillemets de type cancer et des maladies neurodégénératives. Donc c'est assez général. L'autre aspect, c'est qu'il y a des maladies dans lesquelles en fait, les protéines de liaison à l'ARN ou l'ARN est directement impliqué. Alors, je vais donner l'exemple de la sclérose amyotrophique latérale. Il y a des protéines telles que la protéine TDP43 sur laquelle on travaille au laboratoire qui présentent des mutations pathologiques, donc qui vont induire ensuite la maladie. Et cette protéine, ensuite, on va la retrouver sous la forme d'inclusion cytoplasmique dans les neurones des patients atteints par cette maladie. Et ce n'est pas l'unique protéine de liaison à l'ARN que l'on retrouve dans ce cas-là, parce qu'il y a aussi d'autres protéines de liaison à l'ARN telles que FUS qui sont aussi représentées dans ce type de maladie. Et par ailleurs aussi, il y a des expansions de séquences répétitives d'ARN que l'on retrouve dans certaines maladies neurodégénératives qui vont aussi générer des mécanismes d'agrégation dans le cytoplasme des neurones chez les patients atteints par ces maladies. Donc là, ici, on peut très bien avoir comme stratégie, par exemple avec des petites molécules, c'est de cibler ces protéines de liaison à l'ARN afin de limiter, par exemple, la formation de ces inclusions cytoplasmiques qui peuvent participer à la progression de la maladie chez les patients. Ensuite, il y a aussi, on peut avoir envie de cibler des ARN non codants. Donc tous les ARN ne codent pas pour des protéines, ne vont pas être épicés pour produire différentes protéines. Il y a certains ARN en fait
qui sont produits dans le noyau, mais qui ne vont pas avoir de fonction de production de protéines, mais qui peuvent réguler l'expression des gènes dans la cellule. Et on en a découvert récemment, surtout avec les techniques de séquençage à haut débit, comme des ARN des longs ARN non codants, des ARN circulaires. Il y a bien sûr les micro-RNA qui avaient été les premiers découverts. Et en fait, bien sûr, il y a aussi des stratégies qui sont basées sur le fait de cibler ces micro-RNA, par exemple, dans des cellules cancéreuses. Et des essais cliniques qui sont en cours aussi sur cet aspect-là. Et par ailleurs aussi, là c'est quelque chose qu'on fait aussi au laboratoire. Je donnerai un exemple, c'est la protéine Lin28. C'est une protéine qui va se lier au micro-RNA LED7. Et en fait, il empêche en fait, la maturation de ce micro-RNA. Et en fait, le micro-RNA LED7 permet en fait, par la suite la différenciation des cellules. Et en fait, comme les cellules cancéreuses, sont, en résumant grossièrement, sont plutôt des cellules qui sont dédifférenciées, on peut voir dans certains types de cancers la protéine Lin28 qui n'est exprimée normalement qu'au début du développement, mais pas ensuite dans des tissus différenciés. On peut retrouver sur certains types de cancers cette protéine qui va être réexprimée. Donc ça peut être une cible, par exemple de petites molécules, qui pourraient interférer sur son interaction avec LED7. Et ensuite, bon, alors bien sûr, je l'ai mis, mais ça, bien sûr, depuis le Covid, vous avez bien vu qu'on peut aussi avoir intérêt à cibler les ARN viraux et les protéines qui ensuite interagissent avec l'ARN viral dans la cellule, qu'elle soit de l'hôte ou qui viennent directement du virus. Donc, maintenant, on peut se demander, donc on voit qu'il y a quand même un réel intérêt à cibler les ARN et on n'est pas les premiers à avoir pensé à ça. Alors pourquoi en fait c'est assez compliqué? C'est parce que si on veut cibler l'ARN, en fait l'ARN est assez peu, il n'y a pas une diversité structurale très importante parce qu'on n'a que 3 bases. Hein, et à contrario, par exemple, les protéines ont 20 acides aminés. Alors, imaginez que vous n'ayez que 4 lettres, vous allez, à votre vocabulaire, j'allais dire, vous n'allez pas prononcer, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer vos émotions de manière vraiment extensive, j'allais dire. Alors que si vous avez 20 lettres, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, en fait, ici, ça veut dire qu'on a des structures, même s'il y a des structures, comme on voit des bâtonnets, il y a des domaines qui font ça fait un peu des ronds, hein, des loupes. Bien sûr, ça rajoute un peu la diversité, la diversité des ARN dans la cellule, mais ce n'est pas ça qui va donner une diversité extraordinaire. Donc si on développe une molécule qui cible directement l'ARN, même si c'est des stratégies qui sont actuellement encore développées et qui peuvent avoir des bons résultats, on ne dénigre pas ce que font les concurrents, ça peut quand même on peut avoir des effets non spécifiques parce qu'on risque de cibler beaucoup d'ARN, y compris ceux qui sont importants pour des fonctions normales de la cellule. Et en fait, c'est pas problématique quand on utilise des oligonucléotides. Parce que quand on utilise des oligonucléotides, les oligonucléotides vont couvrir plusieurs séquences, plusieurs bases. Et donc on va amener une grande spécificité. Par contre, des molécules, les petites molécules que nous on veut développer, elles sont justement petites pour passer la membrane et pour pouvoir administrer chez le patient de manière facile sur un grand nombre de patients et ça sera assez peu coûteux. C'est quand même des aspects qui sont importants. Mais seulement si ce sont des petites molécules, elles vont pouvoir interagir qu'avec un nombre limité de bases. Et donc du coup, on n'aura pas de diversité, on risque d'avoir une faible spécificité. D'accord ? Donc ça, c'est un point. Et nous, en fait, une des stratégies que l'on veut développer, c'est de s'appuyer sur la diversité structurale de la protéine pour cibler, en fait, l'ARN. Parce que quand on va avoir un complexe protéine-ARN, eh bien, on va avoir une diversité structurale, mais aussi de séquences sur la protéine qui va se rajouter en plus avec les séquences sur l'ARN. Et tout ça, ça va donner une possibilité, un angle de tir pour développer des molécules qui seraient spécifiques, même si elles sont petites. Alors bien sûr, c'est un challenge. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais c'est un challenge qu'on essaie de relever avec SynCyte. Alors,
quels étaient les outils qui avaient été utilisés jusqu'à maintenant pour développer des molécules qui ciblent des protéines, des ARN. Ça peut marcher pour les deux, mais je vais donner une petite spécificité à la présentation aux ARN. Donc, en général, par exemple, si on connaît quelle est la cible et quelle est la poche, alors ce n'est pas toujours le cas, hein. En particulier pour les protéines de liaison à l'ARN, elles n'ont pas beaucoup de poches. Elles en auront peut-être un peu plus sur les complexes, mais elles ne sont pas forcément, ce n'est pas des poches comme des enzymes qui sont souvent plus faciles à cibler, hein. Mais si on se base sur une approche structurale, c'est ce qu'on fait, on peut utiliser des techniques in silico pour docker les molécules dans les poches que l'on veut cibler. Alors c'est des techniques que même Guillaume, je pense que tu seras d'accord avec ce que je dis, qui sont assez pauvres, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ça qui va vous sortir la molécule à partir d'un crible in silico. Sinon, ben, ça serait tellement facile qu'on n'aurait pas besoin de travailler. Malheureusement, la seule chose que ça fait, c'est que ça limite, ça augmente un peu la probabilité de réussite sur les molécules qu'on va choisir. Mais si on part sur des millions de composés, on ne va pas pouvoir restreindre à une dizaine de composés. Ça ne pourra pas marcher. Donc ça veut dire que ce n'est pas ça qui va empêcher de passer ensuite au haut débit, d'avoir un screening à haut débit qui soit expérimental. C'est juste que c'est un appui pour augmenter les chances après du screening expérimental. Mais on a besoin toujours d'avoir des données expérimentales pour valider ces modèles de docking. Et même si on fait de la dynamique moléculaire, ça change, c'est un peu mieux la dynamique moléculaire, c'est-à-dire qu'on prend en compte la dynamique des interactions dans les modélisations, et ce n'est pas figé comme le docking, mais ça va encore augmenter, mais ce n'est pas ça qui suffira. Voilà. Donc en fait, l'idée de dire qu'on va faire que in silico, ça ne peut pas marcher. Par contre, si on intègre des données expérimentales, là on a plus de chances, bien sûr. Et ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, c'était plutôt développer des techniques à haut débit qui puissent screener des milliers de composés, mais dans le tube à essai, in vitro. Alors, je donne un exemple, par exemple, pour les protéines de liaison à l'ARN, ce qui est assez utilisé, c'est les changements de la polarisation de la lumière. Alors, sans faire de la physique, la lumière interagit avec le complexe ARN-protéine. Il y a la polarisation qui va changer si la molécule vient se fixer sur le complexe. Et on peut enregistrer ces changements dans le tube à essai. Bien sûr, ça requiert d'avoir des protéines, des ARN purifiés dans le tube à essai au préalable. On ne va pas forcément travailler dans un contexte cellulaire. Et à travers ça, on peut arriver à sélectionner des hits. Et ce qui était réalisé par la suite, c'est se dire, voilà, sur ces hits, on va tester s'ils marchent dans la cellule. Et ce qui était généralement adopté comme technique, c'est on va regarder si on a un phénotype qui est associé à la protéine, à l'ARN que l'on voulait cibler. Alors je donne un exemple simple. On avait une protéine de liaison à l'ARN, un ARN qui participait à un élément d'épissage, un saut d'un exon par exemple. Eh bien, on va regarder si la molécule qui ciblait cette protéine, cet ARN, va modifier le saut de cet exon. Et on va se dire, ben voilà, CQF2, si j'ai une modification, c'est que vraiment, ma molécule est on target, est sur la cible. Mais en fait, souvent, ceux qui font de la biologie cellulaire le savent, c'est toujours difficile quand on travaille sur des données fonctionnelles, parce qu'on n'est jamais complètement sûr que la molécule est sur la cible, parce que souvent, on travaille à la limite de la toxicité, et aussi la molécule a pu interagir avec d'autres partenaires qui vont induire ce phénotype sans forcément que la molécule soit située dans la poche et interagir avec la protéine ou l'ARN que l'on avait ciblé à l'origine. Alors, sachant qu'il y avait ce problème, il y avait des techniques pour l'ARN qui ont été développées, mais elles sont quand même assez limitées pour travailler dans un contexte cellulaire. Par exemple, on peut essayer de faire des pull-down avec des molécules. C'est-à-dire qu'on prend des molécules, on les modifie pour les accrocher sur des billes, et on va descendre les protéines qui interagissent avec, ou les ARN qui interagissent avec, et on va les identifier. Alors, ce n'est pas forcément du haut débit, et en plus, le fait de greffer la molécule sur une bille, souvent les petites molécules, du moment qu'on les modifie chimiquement, elles peuvent ne pas avoir la même fonction de la cellule. Il y a d'autres techniques telles que en fait, des modifications de la stabilité des complexes de la protéine en augmentant graduellement la température. Mais là aussi, on augmente la température. C'est des techniques qui sont intéressantes, mais qui ont quand même des défauts un peu assez significatifs pour étudier les interactions ARN-protéines. Et ça, c'est vraiment critique. On voit qu'ici, on a identifié quelque chose qui était important, c'est qu'il n'y a pas de technique qui soit sensible, qui marche à haut débit et qui permettent
de quantifier des interactions ARN-protéines. Et en fait, donc pour la technologie qu'on utilise et qu'on a développée et qu'on a brevetée, c'est la microtubule bench. Donc, pour faire simple, on utilise les microtubules qui sont à l'intérieur de la cellule comme des plateformes intracellulaires. Et en fait, on va amener des protéines de liaison à l'ARN, qui sont des APA, on appelle ça des APA, et on va les amener à la surface des microtubules. Et ensuite, on va regarder si le fait d'amener ces protéines sur la surface des microtubules va permettre de recruter des ARN aussi à la surface des microtubules, parce que les protéines APA seront sur les microtubules. Donc on a automatisé en fait la détection des microtubules de la cellule pour quantifier, alors là c'est sur des plaques de 96 pi, mais maintenant aussi on travaille aussi sur les plaques de 384 avec SynSight, mais toute la plateforme est entièrement automatisée pour la détection et pour l'analyse des données. Et peut-être la slide suivante, pour montrer, c'est que comment on fait pour faire la quantification? C'est simple. Vous prenez 3 protéines, vous amenez 3 protéines sur les microtubules, vous allez trouver 3 ARN qui vont arriver. Je donne le schématique, ça ne va pas être ça. Si vous en avez 6, vous allez en avoir 6 ARN. Si vous en avez, etc., etc. Ça va monter linéairement. Si par contre vous amenez 10 protéines, mais que vous n'avez qu'un seul ARN qui apparaît, vous en mettrez 20, vous en aurez 2. Donc on peut aussi mesurer des affinités comme ça, pour savoir quel est le taux de recrutement des ARN en fonction de la concentration des protéines APA que l'on a mis sur les microtubules. Et en fait, vous voyez ici des courbes types qu'on a enregistrées où on a pris une protéine en bas qui ne se liait pas à l'ARN, où on voit que c'est plat, plus on met cette protéine sur les microtubules, ce n'est pas pour autant qu'on va amener beaucoup d'ARN dessus. Par contre, à haut, on a mis une protéine de liaison à l'ARN et on voit que le nuage de points augmente linéairement parce qu'on accroche de plus en plus des ARN sur la surface des microtubules. Et donc, on mesure la pente. Et avec cette pente, ça nous permet d'avoir un score de l'affinité de la protéine pour ces ARN. Et on a quantifié ça pour savoir si on avait un statistique qui était robuste. Et on est capable de mesurer des variations de l'affinité qui sont de l'ordre de 10% avec une plateforme assez robuste sur des plaques de 96 pi. Mais ça marche aussi maintenant sur des plaques de 384, comme je l'ai dit. Et donc, vous voyez par exemple des résultats qu'on a obtenus sur une protéine YB1 sur laquelle on est en train de travailler, qui est impliquée dans le cancer. Et on a comme ça isolé des molécules qui ciblaient une poche donnée sur la protéine, qui avait été identifiée en RMN, donc qui avait été validée aussi en RMN. Et on a bien retrouvé un bon recoupement entre le cellulaire et les data RMN structurales. Et on voit aussi très bien qu'il y a qu'il y a bien une forme de spécificité, c'est-à-dire que quand on prend d'autres protéines de liaison à l'ARN, eh bien on voit qu'on n'a pas une baisse de l'affinité comme on l'a avec notre protéine cible. Donc ce n'est pas tous les ARN, les protéines de liaison à l'ARN qui auraient une affinité qui aurait baissé. Donc pour finir maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est maintenant on va utiliser l'AMT Bench pour cribler directement des molécules à haut débit dans un contexte cellulaire, entre guillemets, en skippant l'aspect in vitro qui a été utilisé par les autres chercheurs, parce qu'on a directement dans un contexte cellulaire, comme l'a expliqué Guillaume tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages. Je rajouterai en plus l'avantage de la spécificité, parce que des molécules qui rentrent dans la cellule, elles peuvent aller sur d'autres cibles que celles qu'on avait prévues. Et il y a en plus des problèmes de folding, etc., qui peuvent être rentrés en compte. Et ensuite, ce qu'on pense, c'est arriver à combiner avec des données structurales, RMN, pour raffiner les molécules qui auraient ciblé les interactions ARN-protéines que l'on aurait détectées dans la cellule, et aussi d'avoir des allers-retours avec la dynamique moléculaire, l'aspect in silico, et des chimistes avec lesquels on travaille en partenariat, à Chandé-Balabry, pour développer ces molécules qui puissent avoir une grande sélectivité envers des complexes ARN-protéines qui soient d'intérêt dans des maladies humaines. Bon, alors pour résumer, donc là c'est un partenariat qu'on a avec SynSight depuis quelques années, hein, je vais dire, donc qui est basé sur, vous l'avez compris, à la fois l'expertise in silico et en intelligence artificielle, j'allais dire analyse des données de SynSight, et l'expertise du labo en biologie de l'ARN, et aussi de développement de nouvelles technologies
pour arriver à explorer ces interactions qui nous donnent, en fait, par rapport aux concurrents, un avantage quand même, parce qu'on est capable d'arriver à avoir des informations uniques sur ces complexes. Et l'idée, comme je l'ai dit à in fine, c'est d'arriver à avoir des molécules qui soient spécifiques à une protéine et un ARN donné, une séquence donnée, en raffinant avec des données structurales. Et on a plusieurs projets qui sont en cours sur plusieurs maladies et des complexes qu'on a déjà identifiés comme étant impliqués dans des maladies. Ils sont déjà connus.